5 heures du soir. Le ciel devenait orange à la fenêtre. Dans une chambre de maison de retraite à Paris, en 2009-2010, une vieille dame de 78 ans regardait par la fenêtre, et elle prononçait à voix basse un seul prénom. Toujours le même. Tous les jours. Cette lettre. Un prénom italien. Elle avait déjà oublié son propre nom à elle. Elle avait oublié les 130 films qu'elle avait tournés. Elle avait oublié les 3 Césars qu'elle avait gagnés. Elle avait oublié le visage de sa fille unique qui venait pourtant la voir 3 fois par semaine, qui s'asseyait sur le fauteuil bleu à côté du lit, qui lui tenait la main pendant des heures. Mais ce prénom-là, ce prénom italien, elle ne l'avait pas oublié. Cette femme s'appelait Annie Girardot. Et le prénom qu'elle prononçait à voix basse, en regardant le ciel d'octobre devenir orange, n'était pas le prénom de sa fille. Et c'est là, ma chérie, c'est là que toute l'histoire commence. Parce que la fille d'Annie, celle que tu vois sur la vignette de cette vidéo, jeune, avec un petit garçon dans les bras, sur une photo prise à Rome dans les années 60, cette fille s'appelle Giulia Salvatori. Née le 4 juillet 1962, dans un hôpital romain, un mercredi d'été où il faisait 40 degrés sur la Piazza del Popolo. Fille unique d'Annie Girardot et de l'acteur italien Renato Salvatori. Et entre cette mère et cette fille, Micheline, il s'est passé pendant 30 ans une chose dont la France n'a jamais voulu parler à voix haute. Annie n'était pas là. Annie tournait. Annie tournait à Rome avec Visconti. Annie tournait à Paris avec Audiard. Annie tournait à Berlin, à Madrid, à Milan. Annie partait pour 15 jours, pour 3 semaines, pour 2 mois. Et Giulia, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, restait dans un appartement parisien avec sa grand-mère Suzanne, la sage-femme du Boussicot, la mère célibataire qui avait élevé Annie toute seule 30 ans plus tôt et qui élevait maintenant la petite fille à son tour. Renato, le père, à Rome, buvait. Renato pleurait dans les bars de la Via Veneto. Renato disait à Mastroianni, à ses amis italiens, que sa femme française ne rentrait jamais. Renato est mort en 1988, le foie en miettes, à 55 ans, dans la même Rome où Annie l'avait épousé un dimanche pluvieux de mars 1962. Et au milieu, une petite fille qui attendait. Qui apprenait à attendre. Qui devenait adolescente en attendant. Qui devenait adulte en attendant. Et qui, je vais te le dire maintenant parce que c'est là toute l'histoire, a fini par arrêter d'attendre. Annie l'a senti. Annie l'a vu. Annie l'a écrit, noir sur blanc, dans son autobiographie publiée en 1989, un livre qu'elle a appelé Vivre d'aimer et qui était dans toutes les librairies françaises cette année-là. Annie a écrit ces mots, je te les retrouve à la lettre près dans la vidéo. Elle a écrit qu'elle avait peur. Peur que sa fille, un jour, lui rende toutes ses absences. Peur que Giulia, devenue adulte, lui ferme la porte. Peur d'avoir construit, par ses tournages, par ses voyages, par ses rôles, une distance que rien ne rattraperait jamais. Annie a vécu avec cette peur pendant 30 ans. Et la question que pose le titre de cette vidéo, sa fille l'a abandonnée, cette question. Ma chérie, c'est la question qu'Annie elle-même se posait dans sa chambre de maison de retraite, à 5 heures du soir, quand le ciel devenait orange et qu'elle regardait la porte. Est-ce que Giulia est venue aujourd'hui? Est-ce qu'elle viendra demain? Est-ce qu'elle ne reviendra plus? Et ce soir, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé entre Annie et Giulia. Avec les mots d'Annie elle-même, pris dans Vivre d'aimer. Avec les mots de Giulia, pris dans La mémoire de ma mère, ce livre qu'elle a publié en 2007 aux éditions Michel Lafon, et que personne en France n'a vraiment lu. Avec ce que Renato a dit à ses amis italiens dans les bars romains des années 70. Avec la lettre, il y a une lettre, Micheline, une seule, gardée par Giulia dans une boîte chez elle près de la Marne, la lettre qu'Annie lui a écrite en 1972, quand Giulia avait 10 ans, et qui commence par 5 mots que toute mère devrait pouvoir dire à sa fille à 10 ans, mais qui, dans la bouche d'Annie ce jour-là, ressemblaient déjà à des excuses. 5 mots. Je te les donnerai aussi. Et tout à la fin, je te donnerai le prénom italien. Cette lettre. Le prénom qu'Annie a gardé sous la langue jusqu'au dernier souffle, en 2011, à l'hôpital Lariboisière, alors qu'elle avait déjà oublié le prénom de sa propre fille. Reste avec moi. Revenons à la petite fille de l'hôpital Boussicot. Annie a 4 ans, donc, quand elle joue à la sage-femme. Elle a 6 ans quand la guerre éclate et que sa mère doit l'envoyer chez sa grand-mère paysanne dans la Drôme, pour la mettre à l'abri des bombes. 3 ans dans la Drôme, ma chérie, sans sa mère.
Une petite Parisienne qui apprend à traire les vaches et à parler avec l'accent du Sud. Quand elle revient à Paris à 9 ans, en 1940, elle parle comme une paysanne et sa mère doit lui faire reprendre des cours de diction. Annie a raconté plus tard à Bernard Pivot, en 1991, que ses 3 ans à la campagne lui avaient appris la chose la plus essentielle pour son métier, le silence. Le silence d'une enfant qui attendait sa mère, mois après mois, sans savoir si elle reviendrait un jour. Et puis, il y a la question du père, ma chérie. Cette question qui a poursuivi Annie toute sa vie. Suzanne Girardot, sa mère, n'a jamais voulu dire à Annie qui était son père biologique. Annie a posé la question à 12 ans, un soir de 1943, dans la cuisine de leur petit appartement du 14e arrondissement, rue de l'Aude. Sa mère épluchait des pommes de terre. Annie se tenait debout, les bras croisés. Suzanne a continué à éplucher pendant un long moment. Et puis elle a dit, sans lever les yeux, « Tu à moi. » Ça suffit. 5 mots, ma chérie. 5 mots qui ont fermé la porte pour toujours. Annie n'a jamais reposé la question. Elle a vécu toute sa vie sans connaître son père, comme si cette moitié d'elle-même n'avait jamais existé. Elle a dit, beaucoup plus tard à un journaliste de Paris Match, en 1984, « Ma mère a été mon père. Elle a été tout. Et j'ai cherché toute ma vie un homme qui aurait la force qu'elle avait. » Si tu connais dans ta famille, ma chérie, une femme qui a élevé un enfant toute seule dans les années 30, alors tu sais ce que c'était. Une femme célibataire avec un enfant à cette époque, en France, c'était mal vu de partout. La voisine du dessus te jugeait dans l'escalier. Le boulanger murmurait des choses derrière son comptoir quand tu sortais. Le curé de la paroisse te regardait de travers à la messe du dimanche. Suzanne Girardot a tenu bon, comme tellement d'autres femmes de cette génération qu'on n'a jamais remerciées comme il faut. Elle s'est levée tous les matins à 5 heures pour aller à l'hôpital. Elle a accouché des centaines de Parisiennes. Elle a payé le loyer, les chaussures, le médecin, les livres d'école, sans jamais demander un sou à personne. Annie n'a jamais connu son père, c'est vrai, mais elle a connu une mère extraordinaire. Et c'est de sa mère qu'elle tient cette force qui l'a fait monter sur scène, et tomber, et remonter, encore et encore, pendant 50 ans. Le courage, Annie ne l'a pas appris à la Comédie Française. Elle l'a appris dans la cuisine de la rue de l'Aure, en regardant sa mère éplucher des pommes de terre en silence. À 16 ans, Annie sait qu'elle veut être actrice. Sa mère ne dit ni oui ni non. Suzanne sait qu'on n'arrête pas une fille qui a décidé. À 17 ans, en 1948, Annie passe le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, rue Madrid. Elle est reçue. Elle a peur. Elle pleure dans le métro en rentrant chez elle. Elle dit à sa mère, le soir, « Maman, je crois que j'ai fait une bêtise. » Suzanne lui répond, « Tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, tu travailles. 3 ans au conservatoire, ma chérie. 3 ans à apprendre Racine, Molière, Corneille, devant des professeurs qui te corrigent une virgule dans une tirade de Phèdre. » Annie a une voix un peu rauque, un nez un peu fort, un sourire trop large pour les standards de l'époque, et personne dans sa promotion ne parie sur elle au début. Mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas, une présence, une vérité, une manière de te regarder dans les yeux qui te désarme. En 1954, à 22 ans, elle remporte le premier prix de comédie du conservatoire. C'est l'équivalent d'une médaille d'or olympique pour une comédienne. Le soir de la cérémonie, elle appelle sa mère depuis une cabine téléphonique du 7e arrondissement et elle lui dit 2 mots, « J'ai gagné. » Suzanne lui répond, « Évidemment. Maintenant, tu travailles. » La même année, elle entre à la Comédie Française. La maison de Molière. Le sommet absolu du théâtre en France à cette époque-là. Annie Girardot devient, à 23 ans, la plus jeune sociétaire de l'histoire de la Comédie Française. Tu te rends compte, ma chérie? La plus jeune. Avant elle, on entrait sociétaire à 30, 40 ans, après des années d'attente. Annie y entre à 23 ans, en jouant dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, dans le rôle de Marceline, qui n'est même pas le premier rôle féminin. Mais elle vole la pièce. Les critiques de l'époque écrivent que personne n'a fait Marceline comme ça depuis 40 ans. Les abonnés de la Comédie Française sortent en disant « Vous avez vu la petite Girardot ?» Et puis, en 1957, elle fait quelque chose qu'on ne fait pas. Elle quitte la Comédie Française. Elle claque la porte de la maison de Molière. Tu te rends compte? À cette époque, ma chérie,
on n'imaginait même pas qu'on puisse partir. On entrait à la Comédie-Française pour la vie. C'était comme entrer dans les ordres. Annie n'avait que 26 ans et elle est partie. Pourquoi? Parce qu'on lui avait refusé un rôle qu'elle voulait. Elle est partie en colère, en disant à l'administrateur général: « Vous voulez que je joue les vieilles servantes pour le restant de mes jours? Eh bien, vous allez me regarder devenir une star de cinéma sans vous. » Et elle est partie. Le scandale a duré 3 mois dans tout le tout Paris théâtral. Sa mère lui a dit, dans la cuisine, le soir où elle a démissionné: « Tu es folle. » Annie a répondu: « Probablement. » Et le lendemain, elle signait son premier vrai contrat de cinéma. Tu te souviens peut-être, ma chérie, de ces actrices qui ont marqué les années 60 et 70 dans le cinéma français. Annie Girardot, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Marlène Jobert, Mireille d'Arc, Brigitte Bardot. On a grandi avec elle à la télé du dimanche soir, sur l'unique chaîne en noir et blanc, dans nos salons étroits. C'étaient des femmes qui jouaient des femmes, pas des poupées de porcelaine. Qui pouvaient rire, pleurer, hurler, séduire, parfois dans le même plan séquence. Annie était la plus drôle de toutes, une vraie comédienne au sens noble du terme. Elle pouvait passer du rire aux larmes en 2 secondes, juste avec un battement de cils. C'est rare, ça, dans le métier. C'était sa marque. Et c'est pour cette raison que Visconti, le grand Visconti italien, l'a remarqué en 1959. 1960. Milan. Cinecittà. Le tournage de Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Annie a 28 ans. Elle vient de Paris, elle ne parle pas un mot d'italien, elle débarque sur le plateau d'un des plus grands cinéastes vivants. Visconti la regarde, et il lui dit en français: « Mademoiselle, vous allez jouer Nadia. » C'est une prostituée. C'est une femme qui aime trop. C'est une femme qui meurt à la fin. Vous êtes prête? Annie répond: « Maître, je suis prête. » Et c'est là, sur ce plateau de Cinecittà, à côté d'un acteur italien de 26 ans qui s'appelle Renato Salvatore, qu'Annie Girardot tombe amoureuse pour la première fois de sa vie d'un amour total. Renato. Son partenaire à l'écran. L'homme qui joue Simone, le frère brutal qui finit par tuer Nadia dans une scène devenue mythique. Renato est un acteur italien, fils d'une famille modeste de Toscane, beau comme un dieu romain, le sourire éclatant et les yeux noirs. Il a déjà tourné dans une dizaine de films italiens. Il aime Annie dès la première lecture. Et Annie l'aime aussi. La première fois qu'elle l'a vu, sur le plateau, en 1959, elle était stressée par sa première scène avec Visconti, et elle a renversé sa tasse de café brûlant sur sa propre robe. Renato a éclaté de rire. Un rire chaud, ma chérie, un rire de complice, le rire d'un homme qui te dit: « Tu es exactement comme moi, on est tous les deux des imposteurs ici, on va s'entendre. » Annie l'a regardé rire, et elle a su. Elle l'a dit beaucoup plus tard à Mireille Dumas, en 1998, j'ai su dans la seconde où il a ri. Avant même de connaître son prénom de famille. Rocco et ses frères sort en 1960. Le film est un triomphe à Venise. Annie devient une star internationale du jour au lendemain. Visconti dit d'elle, dans une interview à la Repubblica, cette Française a quelque chose qu'aucune actrice italienne n'a. Une tristesse joyeuse. Une mélancolie qui rit. Tristesse joyeuse, ma chérie. Garde ces 2 mots ensemble, parce qu'ils décrivent toute la vie d'Annie Girardot mieux que n'importe quelle biographie. Une femme qui pouvait te briser le cœur en souriant, et te faire rire aux larmes en pleurant. Visconti l'avait vu en 2 mois de tournage, ce que les Français mettraient encore 30 ans à comprendre. Et puis, en mars 1962, à Rome, Annie épouse Renato. Le mariage a lieu dans une petite église du Trastevere, un dimanche matin où il pleut sur les pavés. Annie porte une robe simple, blanche, sans dentelle. Elle a 30 ans. Renato en a 29. Sa mère Suzanne est venue de Paris en train, 2 jours et 1 nuit, pour assister au mariage. Elle pleure pendant toute la cérémonie. À la sortie de l'église, elle prend Annie dans ses bras et elle lui dit, en italien approximatif: « Sois heureuse. Ne demande rien d'autre que ça. » 3 mois plus tard, en juin 1962, Annie accouche d'une petite fille à Rome, à la clinique Salvatore Mundi. La petite s'appelle Giulia, comme la sœur de Renato. Annie a 30 ans. Elle est aux anges. Elle a une fille, un mari,
un appartement à Rome avec une fenêtre qui donne sur la Piazza Navona, une carrière internationale. Tout va bien. Trop bien, peut-être. Et puis Annie fait quelque chose qu'on ne devrait jamais faire, ma chérie. Elle reprend le tournage 6 semaines après l'accouchement. 6 semaines, ma chérie. Tu te rends compte? À cette époque, en 1962, une femme qui venait d'accoucher restait au lit pendant 3 mois, c'était la règle. Annie reprend le travail à 6 semaines, parce que le contrat l'oblige, parce que le producteur insiste, parce qu'elle a peur que les rôles partent à d'autres si elle disparaît. Les points de suture de la césarienne se rouvrent pendant le premier jour de tournage. Elle saigne dans sa loge, sans rien dire à personne. Elle continue à jouer. Elle aura des complications gynécologiques pendant des années à cause de ça. Elle ne pourra pas avoir d'autres enfants après Julia. Voilà ce que c'était d'être actrice à cette époque-là, ma chérie. On te demandait de saigner en silence, et de sourire à la caméra. 1971. Le rôle de sa vie. Le rôle qui va faire d'Annie Girardot l'actrice préférée des Français pour les 20 ans à venir. Mourir d'aimer, d'André Cayatte. L'histoire d'une institutrice qui tombe amoureuse d'un de ses élèves, en mai 1968, et qui se suicide quand le scandale éclate. L'histoire est inspirée d'un fait réel, l'affaire Gabriel Russier, qui avait bouleversé la France 2 ans plus tôt. Annie joue le rôle principal. Elle a 39 ans. Et elle livre la performance de sa vie. Le film sort en France en janvier 1971. Tu t'en souviens peut-être, ma chérie, tu avais une vingtaine d'années à l'époque. 6 millions de Français vont voir le film. 6 millions, ma chérie. Dans une France qui ne comptait que 50 millions d'habitants. Une personne sur 8 a vu mourir d'aimer dans une salle obscure cette année-là. La scène finale, où Annie joue le suicide de l'institutrice, ma chérie, je la revois encore aujourd'hui quand j'y pense. Elle est dans son appartement, seule, et elle écrit une dernière lettre à son élève. La caméra reste sur son visage pendant 2 minutes complètes, sans coupure. Aucune parole, aucun bruit de fond, seulement ce visage qui se défait et les larmes qui coulent par-dessus la lettre. C'est l'un des plus longs plans rapprochés de l'histoire du cinéma français. Et personne, à ma connaissance, n'a fait ce plan comme Annie Girardot l'a fait ce jour-là. Cayatte a dit, en sortant de la salle de montage, avec ce plan, elle a gagné. Le film n'a même plus besoin du reste. Et toi et moi, ma chérie, on connaît cette histoire-là. Au-delà de l'institutrice du film, c'est l'histoire de toutes ces femmes de notre génération qui ont aimé mal, qui ont aimé l'homme qu'il ne fallait pas, qui ont aimé contre l'avis de tout le monde, et qui en ont payé le prix. Combien on en connaît? Combien on a eu de cousines, de voisines, de collègues qui ont vécu une histoire impossible, et qui ont fini par se taire, par baisser la tête, par accepter un mariage de raison à la place. Annie a joué cette femme-là. Et toutes les Françaises qui sont allées voir ce film en 1971 ont reconnu une cousine, une voisine, une collègue. C'est pour ça qu'elles y sont allées 6 millions. Parce qu'elles savaient que c'était d'elles qu'on parlait. L'année suivante, en 1972, Annie tourne La vieille fille avec Philippe Noiret. Premier César nomination. Elle perd. Elle ne dit rien. En 1976, elle tourne Docteur Françoise Gaillan. Elle joue une femme médecin qui apprend qu'elle a un cancer. C'est le César de 1977. Le César de la meilleure actrice. Elle gagne. Sur scène, elle dit simplement « Maman, c'est pour toi ». Suzanne Girardot était dans la salle ce soir-là, 72 ans, sage-femme retraitée, et elle a essuyé une larme du revers de sa manche. Et puis Renato, ma chérie. Il faut qu'on parle de Renato. Renato Salvatori a aimé Annie pendant toute sa vie. Mais Renato était un homme fragile. Un de ces hommes magnifiques qui portent en eux quelque chose de cassé depuis l'enfance. Il avait commencé à boire à 20 ans, avant même de rencontrer Annie. Il continuait à boire à 30 ans, à 40 ans, malgré Annie, malgré Julia, malgré les promesses faites les soirs de Noël. À partir de 1965, le couple ne vit plus vraiment ensemble. Annie est en France pour ses tournages. Renato est en Italie. Ils ne divorcent jamais, pour Julia, pour ce qu'ils ont été, pour le souvenir du Trastevere. Mais ils ne vivent plus sous le même toit non plus. Annie continue à aimer Renato malgré tout. Elle l'appelle toutes les semaines. Elle va le voir à Rome 3 ou 4 fois par an. Elle paye les hôpitaux quand il y entre pour des cures de désintoxication qui ne servent à rien.
Elle ne parle jamais mal de lui en public. Pas une seule fois en 20 ans, ma chérie, elle n'a dit quoi que ce soit contre Renato dans les journaux. Elle l'aimait. Elle l'aimait jusqu'à se taire pour le protéger. Et puis, ma chérie, il faut parler de cette période-là, les années 80 en France. Toi et moi, on connaît cette période de la vie où, à un moment, on cesse d'être visible. 55 ou 60 ans, c'est l'âge où les hommes te regardent moins dans la rue, où les jeunes te bousculent sans s'excuser à la boulangerie, ou à la banque, on te tutoie en pensant être gentil. Pour les actrices, ma chérie, c'est 10 fois pire. À 55 ans en France dans les années 80, on ne te proposait plus que des rôles de mère, de tante, de grand-mère, de patronne sévère, de bourgeoise alcoolique. C'était fini, les histoires d'amour à l'écran, les rôles où ton personnage avait le droit d'avoir un désir, d'être encore une femme et pas seulement une figure d'arrière-plan dans la vie d'un homme plus jeune. Annie a connu ça. À partir de 1983, les téléphones se sont mis à sonner moins souvent. Les producteurs qui se battaient pour elle 10 ans plus tôt ne l'appelaient plus. On lui proposait des téléfilms du dimanche soir, des seconds rôles dans des films dont personne ne se souvient. Elle disait oui à tout, parce qu'il fallait bien payer le loyer, parce que sa carrière s'effondrait sous ses yeux. Elle a fait du théâtre alimentaire dans des tournées en province, dans des salles à moitié vides à Béthune, à Limoges, à Saint-Étienne. Elle dormait dans des hôtels 2 étoiles à côté des gares. Elle prenait le train de nuit pour rentrer à Paris. En mars 1988, Renato est hospitalisé à Rome dans un état grave. Cirrhose terminale du foie. Annie prend le premier avion. Elle arrive à l'hôpital romain le 27 mars. Renato est inconscient depuis 2 jours déjà. Le médecin dit à Annie qu'il en a pour quelques heures, peut-être un jour. Annie s'assoit à côté du lit, et elle prend la main de Renato dans la sienne. Et elle ne dit rien. Pendant 6 heures, ma chérie. 6 heures à tenir la main d'un homme qui ne peut plus l'entendre, dans une chambre d'hôpital romaine, sans dire un seul mot. C'est Julia qui m'a raconté ça à travers Mireille Dumas. Elle dit que sa mère ne pleurait même pas. Elle tenait juste la main. Comme on tient la main à un enfant qui a peur du noir. Renato est mort à 6 heures du soir, le 27 mars 1988. Annie avait 56 ans. Renato en avait 55. Annie est restée encore 3 heures dans la chambre, après la mort, à tenir la main qui se refroidissait. Elle est rentrée à Paris le lendemain. Elle a tourné un téléfilm la semaine suivante. Elle n'a pas pris un seul jour de deuil. Elle a dit à une journaliste, quelques mois plus tard, « Si je m'arrête, je tombe. Donc je ne m'arrête pas. » 7 ans, ma chérie. C'est entre la mort de Renato en 1988 et le César de 1996. 7 ans de désert professionnel pour Annie Girardot. 7 ans pendant lesquels la France a oublié qu'elle existait. C'est dans ce désert, dans ces années où le téléphone ne sonnait plus, que la maladie a commencé à s'installer. En 1991, ma chérie, Annie Girardot est en liquidation judiciaire. Tu te rends compte? L'actrice qui avait gagné le César 10 ans plus tôt, l'actrice qui avait fait 6 millions d'entrées avec Mourir d'aimer, est devant un tribunal de commerce à Paris, en train d'expliquer à un juge pourquoi elle ne peut plus payer ses impôts. Elle a des dettes fiscales. Elle a hypothéqué son appartement parisien. Elle vend les bijoux que Renato lui avait offerts à Rome. Elle n'a plus rien. Elle a 60 ans. Et personne ne le sait dans le grand public, parce qu'à cette époque-là, les artistes ne parlaient pas de leurs problèmes d'argent. Pendant cette traversée du désert, ma chérie, Annie commence à oublier des choses. Pas grand-chose au début. Le nom du boulanger en bas de chez elle, le numéro de téléphone de Julia qu'elle composait pourtant les yeux fermés depuis 20 ans, ou l'année exacte où elle avait tourné tel film. Elle met ça sur le compte de la fatigue, du chagrin, des soucis d'argent. Tout le monde oublie des choses à 60 ans. Mais elle sent que quelque chose ne va pas. Elle le sent au fond d'elle, dans cet endroit silencieux où on sait toujours la vérité avant tout le monde. Et elle ne le dit à personne, ma chérie. Ni à Julia, ni à ses amis, ni à son médecin. Elle se tait. Elle attend. Et puis, en 1995, miracle. Claude Lelouch, qui avait fait Vivre pour vivre avec elle en 1967, lui propose un rôle dans son nouveau film, Les Misérables. Un second rôle, celui de la mère de Cosette, mais un rôle quand même, après 10 ans de porte fermée. Annie dit oui tout de suite. Elle pleure dans le bureau de Lelouch quand il lui propose le rôle. Elle dit,
Claude, tu es le seul qui se souvient de moi. Le film sort en octobre 1995. Le rôle d'Annie est petit, mais Lelouch le filme comme un trésor. Et la critique reconnaît, enfin, que cette actrice est revenue. Le César du meilleur second rôle lui est attribué en février 1996. Le 24 février 1996, ma chérie, on est toutes les deux devant France 2 à 9h du soir. Tu as 44 ans. Moi, j'en ai un peu plus. La cérémonie des Césars démarre. On bavarde sur le canapé, on mange des biscuits. Et puis, à un moment, on entend le présentateur dire « Le César du meilleur second rôle féminin est attribué à Annie Girardot ». Annie monte sur scène. Toute la salle se lève d'un coup, et tu sens en la regardant que ce n'est pas une politesse de cérémonie, c'est de l'émotion vraie qui sort des fauteuils. Toute la salle sait que cette femme a souffert pendant 10 ans. Toute la salle sait qu'on l'a abandonnée. Et la voilà, en robe noire, les cheveux gris, qui monte les 6 marches en se retenant à la rampe. Elle prend le micro. Elle pleure. Elle a dans sa main une statuette qu'elle n'a pas le courage de regarder. Et elle dit, mot pour mot, toi et moi on s'en souvient encore, je te jure, je ne sais pas si le cinéma français m'a manqué, mais moi, je peux vous dire que le cinéma français, vous m'avez tellement, tellement, tellement manqué. 3 fois, tellement, ma chérie. 3 fois. Le premier, tellement, est presque calme. Le deuxième, tellement, se brise dans sa gorge. Le troisième, tellement, est murmuré comme une confidence à un ami qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Toute la salle se met debout. Lelouch, qui est dans le public, met sa main devant ses yeux et il pleure. Belmondo, qui est à 2 fauteuils de Lelouch, pleure aussi. Yves Boisset, le réalisateur, met sa main sur l'épaule de sa voisine et il sanglote. La France entière, ma chérie, ce soir-là, devant son poste de télévision, comprend qu'on a oublié une grande actrice pendant 10 ans, et que cette grande actrice nous le pardonne en pleurant. Mais ce que toi et moi, on n'a pas vu ce soir-là, ma chérie, ce que personne n'a vu, c'est ce qui se passait derrière le rideau de la scène, 10 minutes avant qu'Annie ne monte recevoir son César. Je te le raconte parce que Julia a raconté à Mireille Dumas en 2012, dans un entretien d'une honnêteté brutale. Annie était dans sa loge, derrière la scène du théâtre des Champs-Élysées. Julia l'accompagnait. Annie avait son nom écrit sur la porte de la loge, en lettres dorées. Et au moment où le maquilleur a annoncé « Madame Girardot, dans 10 minutes vous montez sur scène », Annie a regardé Julia, et elle lui a demandé, je te cite les mots exacts, « Mais où est-ce qu'on est ? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces gens qui m'attendent ? Tu m'entends, ma chérie ?» Annie ne savait plus ce qu'elle faisait là. À 64 ans, 10 minutes avant de recevoir le César du meilleur second rôle, elle ne se souvenait plus qu'elle était à une cérémonie. Julia a expliqué à sa mère, doucement, comme on explique à une enfant, « Maman, on est au César. Tu vas recevoir un prix. Tu te souviens ? Tu as joué dans le film de Claude. Le film de Claude Lelouch. » Et Annie a hoché la tête. Et puis, comme par miracle, 10 minutes plus tard, sur scène, devant la caméra, devant la France entière, Annie a retrouvé ses mots, son émotion, sa phrase culte. Elle a improvisé ce « tellement, tellement, tellement » qui est devenu un morceau d'histoire. Le métier d'actrice, ma chérie, c'est aussi ça, arriver à parler quand le monde a disparu, et trouver les mots quand tu ne sais plus rien. Julia a vu sa mère, ce soir-là, comme personne d'autre ne l'a vue. Elle a vu une femme de 64 ans qui se perdait dans ses propres coulisses, qui retrouvait le génie pendant 2 minutes sous les projecteurs, et qui se reperdait dès que le rideau retombait. C'est ce soir-là précisément, dans la loge des Champs-Élysées, que Julia a su que sa mère était malade, en lui voyant cette panique douce dans les yeux 10 minutes avant la scène, ce regard d'enfant perdu dans un théâtre trop grand pour elle. Annie a continué à tourner pendant 10 ans après ce César. Elle a tourné pour Michael Haneke, le grand cinéaste autrichien. La pianiste en 2001. César du meilleur second rôle. Encore. Caché en 2005. César du meilleur second rôle. Encore. Tu te rends compte, ma chérie ? 3 Césars du meilleur second rôle, en 1996, 2002 et 2006. 3 fois. Et à chaque fois, la maladie était là, sous les robes noires, sous les sourires, sous les remerciements appris par cœur 3 fois plus longtemps que les autres comédiens. Sur le tournage de La pianiste, en 2000, à Vienne, Haneke a remarqué qu'Annie ne retenait plus ses répliques.
Il a écrit dans ses carnets de tournage, je te cite, « Elle est la femme la plus émouvante que j'ai jamais filmée. Elle est immense quand la caméra tourne, et perdue dès qu'elle s'arrête, et je ne sais plus si elle se souviendra demain de ce qu'on a fait aujourd'hui. » Anne Queux a fini par lui faire écrire ses répliques en gros sur des panneaux que les machinistes tenaient hors champ. Anne y lisait. Elle ne savait plus apprendre. Mais quand la caméra tournait, ma chérie, le miracle se produisait quand même. La grande actrice était là. Comme si la maladie reculait pendant le temps d'un plan, et reprenait son territoire dès qu'on coupait. Toutes les Françaises, ma chérie, on en connaît des familles touchées par Alzheimer. Une mère qui ne reconnaît plus son fils unique. Un père qui demande tous les matins à sa femme de 60 ans, « Mais qui êtes-vous, mademoiselle ?» Une grand-mère qui appelle sa petite-fille par le prénom de sa propre sœur morte depuis 30 ans. 1 million de Français vivent ça aujourd'hui, en 2026, dans leur famille proche. C'est la maladie la plus terrible de notre époque, parce qu'elle prend la personne morceau par morceau, sans la tuer. Le corps reste là, debout, à manger 3 fois par jour, à respirer, à dormir, mais l'âme à l'intérieur s'évapore peu à peu. Et tu dois continuer à vivre avec ce corps, à le nourrir, à le laver, à lui parler, en sachant que la personne que tu aimais n'habite plus dedans. Annie a vécu ça pendant 15 ans, à partir de 1995 environ. Sa fille Julia a vu sa mère devenir une étrangère, sans jamais cesser d'être sa mère. Si tu vis ça en ce moment chez toi, ma chérie, ou si tu l'as vécu il y a quelques années avec quelqu'un que tu aimais, tu sais qu'il n'y a pas de mots pour dire ce que c'est. Il y a seulement des gestes muets dans la cuisine, des mains qu'on tient sans rien dire, et des moments où tu pleures dans ta voiture en sortant de la maison de retraite, parce que ta mère t'a appelé « mademoiselle », alors que tu es sa fille depuis 50 ans. Le diagnostic officiel d'Annie Girardot est tombé en 2006. Elle avait alors 74 ans. Le médecin l'a annoncé à Julia dans un cabinet de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Annie était dans la pièce d'à côté avec une infirmière. Le médecin a dit à Julia, « Madame, votre mère a la maladie d'Alzheimer. C'est avancé. Elle a probablement la maladie depuis 10 ou 15 ans, mais elle a très bien compensé. Aujourd'hui elle ne peut plus compenser. » Julia a fait alors quelque chose de très courageux, ma chérie. Elle a décidé de rendre la maladie publique. Beaucoup de familles, à cette époque, cachaient encore Alzheimer comme une honte. Julia a refusé de cacher. Elle a parlé aux journalistes. Elle a accepté l'entretien avec Mireille Dumas. Elle a dit, en pleurant devant les caméras, « Maman a Alzheimer. Maman ne se souvient plus de moi la plupart du temps. Et je veux que les Français le sachent, parce que j'en ai assez de mentir, et parce que peut-être ça aidera d'autres familles à parler. » Cet entretien a tout changé, ma chérie. Pour la première fois en France, une famille de célébrités parlait d'Alzheimer en direct. Sans euphémisme. Sans pudeur excessive. Mireille Dumas, qui faisait des émissions sur les sujets de société sur France 3, a permis à Julia de raconter dans le détail ce qu'était la maladie d'une mère célèbre. Le succès de l'entretien a été immense. Des milliers de Français ont écrit à Julia pour lui dire « Vous nous avez aidés. On a parlé en famille pour la première fois grâce à vous. » Annie passe les 5 dernières années de sa vie dans une maison spécialisée à Paris, ma chérie. Elle a sa propre chambre, avec un grand fauteuil tourné vers la fenêtre. Julia vient la voir 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi, le dimanche. Lola, la petite fille, qui est née en 1995 et qui a une douzaine d'années quand sa grand-mère commence vraiment à perdre la tête, vient aussi quand elle peut, après l'école, le mercredi après-midi. Au début, en 2006 et 2007, Annie reconnaît encore Julia par moments, par flash courts qui passent et qui s'éteignent. Elle dit « Ma chérie, comment vas-tu ?» puis elle oublie. Elle redit la même phrase 1 heure plus tard, comme si Julia venait juste d'arriver. Julia fait semblant de venir d'arriver à chaque fois. Elle s'est habituée. Elle dit « Maman, je viens d'arriver. Je vais bien. » Annie sourit. Annie oublie. Elle recommence. À partir de 2008, ma chérie, c'est plus dur. Annie ne reconnaît plus Julia. Elle la regarde et elle lui demande « Vous êtes une bonne personne ? Vous avez l'air d'être une bonne personne. » Julia répond « Oui maman, je suis une bonne personne. Je suis là pour t'aider. » Et Annie sourit, rassurée. Mais elle ne sait plus que c'est sa fille en face d'elle. Julia a pleuré pendant des nuits entières dans son appartement, ma chérie.
Elle a raconté ça à Mireille Dumas avec une simplicité qui te brise le cœur. Annie ne reconnaît plus son visage dans le miroir non plus. Elle se voit, et elle se demande qui est cette vieille femme. Elle dit à l'infirmière, « Qui est cette femme qui me regarde ?» L'infirmière répond, doucement, « C'est vous, madame. » Annie ne comprend pas. Elle touche son visage. Elle dit, « Ce n'est pas moi. Moi, j'ai 30 ans. » Julia a fini par demander qu'on couvre les miroirs de la chambre avec des draps blancs. C'était trop douloureux pour Annie de se voir. Mais il y a une chose qui reste, ma chérie. Une chose que la maladie ne lui prend pas. La musique. Annie continue à chanter pendant ces dernières années, par moments, sans prévenir, en pleine cuisine ou en regardant la télé. Elle chante des chansons de Piaf qu'elle écoutait à 20 ans, en 1951, dans le petit appartement de la rue de l'Aude. La vie en rose. Padam padam. Non, je ne regrette rien. Elle chante les paroles entières, ma chérie. Toutes les paroles. Sans une faute. Alors qu'elle ne se souvient plus de son propre prénom, elle se souvient des paroles de Piaf. Tu te rends compte ? La musique passe par un autre chemin que les noms et les visages. Elle reste accrochée à un endroit du cerveau où la maladie ne sait pas aller, et c'est aussi mystérieux que beau, et aussi beau que terrible quand tu y penses comme il faut. Julia a apporté un petit poste de radio dans la chambre de sa mère, en 2009, et elle mettait les chansons des années 50 en boucle. Annie chantait. Annie souriait. Annie battait la mesure du pied. C'était le seul moment où Julia retrouvait sa mère, ma chérie. Les conversations glissaient entre leurs doigts, mais les chansons, elles, ramenaient Annie dans la pièce avec elle, le temps de quelques minutes, comme un train qu'elle avait pris autrefois et qui repassait sous ses paupières fatiguées. Et puis il y a ce mot, ma chérie. Ce prénom dont je t'ai parlé au début de la vidéo. Ce prénom de cette lettre. Ce prénom italien qu'Annie continuait à dire quand tout le reste s'effaçait. Renato. Renato Salvatori. Le mari de Rome. Le partenaire de Rocco et ses frères. L'homme qui avait éclaté de rire le jour où Annie avait renversé son café sur sa robe en 1959. Le père de Giulia. L'homme qui était mort à Rome en mars 1988, dans une chambre d'hôpital, en tenant la main d'Annie pendant 6 heures sans qu'elle ne dise un mot. À partir de 2008, ma chérie, Annie se met à dire ce prénom plusieurs fois par jour. Toute seule, à voix basse, sans s'adresser à personne, en regardant par la fenêtre de sa chambre vers 5 heures du soir, quand le ciel devient orange au-dessus des toits parisiens. Renato. 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 Comme on récite une chanson qu'on a apprise enfant. Comme on prie sans le savoir. Julia a entendu sa mère dire ce prénom des centaines de fois pendant les dernières années. Elle ne l'interrompait jamais. Elle se mettait dans le couloir, derrière la porte, et elle écoutait. Parfois Annie disait juste « Renato ». Parfois elle disait « Renato, où es-tu » Parfois elle disait « Renato, viens, j'ai besoin de toi ». Un homme mort depuis 23 ans. Un homme qu'Annie avait quitté physiquement 20 ans avant sa mort à lui. Un homme qui allait passer une partie de leur mariage à boire et à disparaître. Et c'était lui, lui seul, dont Annie se souvenait quand tout le reste avait disparu. Pourquoi, ma chérie ? Pourquoi Renato et pas Giulia, qui était sa fille ? Pourquoi Renato et pas sa mère Suzanne, qui l'avait élevée seule ? Pourquoi Renato et pas son César, ses films, sa carrière de 50 ans ? Je vais te dire ce que je crois, et tu me diras si tu es d'accord. Je crois que l'amour, le vrai amour, celui qu'on a vécu avec un homme dans un appartement de Rome en 1962, ne s'inscrit pas au même endroit que les autres souvenirs. Je crois qu'il s'inscrit ailleurs, plus profond, dans une couche du cerveau où la maladie d'Alzheimer ne va jamais. Quand tout le reste s'efface, les amis, les collègues, parfois même les enfants, bien que ce soit dur à dire, ce qui reste, c'est le nom de l'homme avec qui on a vraiment aimé. Pour Annie, c'était Renato. Annie est morte le 28 février 2011, à Paris, à l'hôpital Lariboisière. Elle avait 79 ans. 79 ans dont 15 passés à oublier. Giulia était à son chevet. Lola, la petite fille, qui avait alors 16 ans, était dans le couloir avec son père. Annie n'a pas dit le dernier mot, ma chérie. Elle s'est endormie. Voilà tout. Elle s'est endormie comme une enfant qu'on borde le soir.
Les funérailles ont eu lieu le 4 mars 2011, à l'église Saint-Roch de Paris. Beaucoup de monde. Lelouch était là. Belmondo aussi. Catherine Deneuve a envoyé une couronne. Le président de la République de l'époque a fait lire un message. Annie a été inhumée au cimetière du Père-Lachaise, dans la 92e division, à côté de la tombe de sa mère Suzanne, qui était morte en 1993. Sur la tombe d'Annie, ma chérie, il n'y a pas de phrase pompeuse, pas de citation de film. Il y a juste son nom. Annie Girardot. 1931 à 2011, et une petite plaque, ajoutée par Giulia, sur laquelle on peut lire un seul mot, en italien. Tu sais lequel? Renato. C'est Giulia qui a fait poser cette plaque, 6 mois après l'enterrement, sans rien dire à personne. Elle voulait, m'a-t-elle dit dans une interview à Paris Match en 2012, que maman ait ce prénom près d'elle pour toujours. Comme elle l'avait sous la langue dans ces derniers jours. Et nous voilà à la fin, ma chérie. À la fin de cette vie. À la fin de cette histoire que je voulais te raconter ce soir, parce que je trouve qu'on parle trop peu d'Annie Girardot dans les médias d'aujourd'hui, et qu'elle mérite mieux que d'être oubliée par les jeunes générations qui ne savent même plus qui elle était. Annie Girardot, ma chérie, c'était une fille de mère célibataire qui n'a jamais connu son père, qui est devenue à 23 ans la plus jeune sociétaire de l'histoire de la comédie française, et qui a renversé son café sur sa robe devant Visconti avant d'épouser l'homme qui en avait ri sur le plateau. Une mère qui a tenu sa petite Julia dans les bras d'une clinique romaine en juin 62. Une institutrice de cinéma qui a fait pleurer 6 millions de Français dans les salles obscures avec Mourir d'aimer. La femme qui a fait lever toute la salle des Champs-Élysées avec ce « tellement, tellement, tellement » du César 1996, et qui a chanté Piaf jusqu'au bout parce que la musique passait là où les noms ne passaient plus. Et au tout dernier bout du chemin, elle disait Renato en regardant par la fenêtre vers 5 heures du soir, parce que c'était la seule chose qui lui restait d'elle-même. Si tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, ma chérie, qui souffre d'Alzheimer ou de troubles de la mémoire, fais-lui une chose toute simple demain matin. Tu n'as besoin ni d'un médecin, ni d'argent, ni d'un spécialiste. Mets-lui une de ses chansons préférées de jeunesse. Une chanson qu'elle aimait à 20 ans, à 22 ans, à 25 ans. Brassens si c'était Brassens, Brel si c'était Brel, Piaf si c'était Piaf, Aznavour, Beko, Trenet, Reggiani, peu importe ce qu'elle écoutait à 20 ans dans la cuisine de ses parents. Et regarde son visage pendant qu'elle écoute. Tu verras quelque chose que tu n'as plus vu depuis longtemps, ses yeux qui changent, sa bouche qui bouge, peut-être un fredonnement, peut-être quelques larmes, peut-être sa main qui cherche la tienne. La musique, ma chérie, passe par un autre chemin que les noms et les visages. Elle traverse Alzheimer comme un courant traverse une rivière en surface. Beaucoup de personnes qui ne reconnaissent plus leurs propres enfants reconnaissent encore Brassens à la première note. Et c'est. Tu n'auras peut-être pas besoin de mots avec elle pendant ces minutes-là, et c'est précieux, ces minutes sans mots. Crois-moi. Voilà l'histoire, ma chérie. C'était Annie Girardot. Née à Paris en 1931, fille d'une sage-femme célibataire de l'hôpital Boucicaut. Morte à Paris en 2011, à l'hôpital Lariboisière, à 79 ans. 130 films entre les deux dates, 3 Césars sur sa cheminée, une fille unique qui s'appelle Giulia et qui a tenu bon pendant 15 ans, une petite fille qui s'appelle Lola. Et à la toute fin, dans sa bouche fatiguée, un seul mot restait quand tout le reste s'était effacé. Renato. Comme la dernière étoile qui brille au-dessus d'un toit parisien quand toutes les autres se sont éteintes une par une dans le ciel d'octobre. Si cette vidéo t'a touché, ma chérie, raconte cette histoire à quelqu'un que tu aimes, demain. Une voisine, une sœur, une amie au téléphone. Annie Girardot a été abandonnée par son métier pendant 10 ans, et elle nous a pardonné en pleurant dans une robe noire. La moindre des choses, c'est qu'on ne l'oublie pas, nous, à notre tour. Raconte-la pour Renato qui est resté sous sa langue jusqu'au bout, pour Suzanne sa mère qui l'a élevée seule rue de l'Aube, pour Giulia qui a tenu la main de cette grande actrice pendant 15 années de déclin, et pour toutes les femmes que la France a oubliées avant de s'apercevoir, trop tard, qu'elles avaient été grandes. Repose-toi bien maintenant, ma chérie. Va te coucher tranquille. Et si demain matin tu te réveilles avec une chanson de Piaf dans la tête, tu sauras pourquoi. Bonne nuit.